Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas. Dans quelques jours, le 26 et 28, à Osaka, au Japon, il y aura un sommet de G20. Mais curieusement, pour ce sommet, les médias internationaux concentrent les regards sur un potentiel rencontre entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump. Parce que tout le monde veut savoir, ce rencontre pourra-t-il faire sortir des deux pays de la guerre commerciale qui est, comment dirais-je, en train de nuire l'économie mondiale. Alors, aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir un invité, un économiste, politologue, Deng Yifan, qui connaît très bien ce dossier. Bonjour Deng Yifan. Bonjour. Voilà. Alors, pour vous aussi, ce sommet de G20, en fait, le sommet lui-même n'est pas très important, tandis que, parce que vous savez, au moment où Donald Trump dit toujours que l'Amérique d'abord, qui se retire de beaucoup de... Institutions internationales. Oui, voilà, le sommet de G20 est-il encore aussi important qu'avant? Je ne sais pas, mais ce sommet sino-américain, cette rencontre entre les deux présidents deviendra très important. Il y aura une sortie peut-être de cette guerre commerciale? Je n'en sais rien. Oui, bien sûr, le président chinois Xi Jinping va aller à Okinawa pour ce sommet de G20. Mais la Chine n'a pas dit. Oui, la Chine n'a pas encore dit. Ça, en marge. On ne sait pas si en marge de cette conférence au sommet, il y aura une rencontre bilatérale entre le président chinois et le président américain. On ne sait pas. Parce que jusqu'à maintenant, le président américain, il lance tout le temps des tweets. Et dans un de ces tweets, il a menacé. Il dit que Xi Jinping doit venir à cette conférence, doit nous rencontrer. Sinon, je lèverai tout de suite le droit de douane jusqu'à 25% contre tous les produits chinois. Le reste de 300... sur le reste des 300 milliards de l'exportation chinoise. Mais c'est une menace. Oui, c'est une menace. Je ne sais pas, parce que dans le cas du président chinois, je pense qu'il aura du mal à accepter un tel chantage. En fait, c'est un chantage. Mais rencontrer Donald Trump au Japon à cette occasion, peut-être c'est aussi une occasion pour se parler. On voit que depuis un an, cette guerre qui a duré déjà un an, 11 négociations, il n'y a rien, mais il faut attendre ce sommet pour trouver une sortie. Je n'en sais rien, parce que oui, il y a eu officiellement 11 rounds de négociations, etc., mais finalement rien n'est vraiment sorti de concret de ces négociations. Jusqu'à maintenant, contrairement aux autres négociations, des informations ont été sorties petit à petit au cours de la négociation, tandis que cette fois-ci, jusqu'à maintenant, personne ne sait rien de la négociation. Personne ne sait rien de la négociation, on ne sait pas de quoi il s'agissait. Mais une partie de contenu est révélée par New York Times. Mais on ne sait pas, parce que ce n'est pas confirmé. Ce n'est pas confirmé ni par la partie chinoise, ni par la partie américaine. Donc, on n'en sait rien. Et apparemment, du côté chinois, on a nommé un nouveau négociateur. C'est ça, c'est vrai. En fait, cette fois-ci, les Américains auront en face d'eux un négociateur très intelligent et de riche expérience. Parce que celui-là négociait avec les Américains pendant plus de 28 ans. Ça s'appelle un certain huitième ou quelque chose. Il a été, il a été chef de la direction chinoise auprès de l'OMC. Il a été vice-ministre du commerce, il connaît très bien le dossier. Il a toujours suivi le dossier de négociation avec les Américains dès le départ. Donc il connaît très bien cela. Alors, dès le début de l'année dernière, il y avait un an, lorsque vous avez été à mon invitation sur ce plateau, vous avez dit que vous êtes optimiste parce que la Chine, les États-Unis vont perdre cette guerre commerciale. Alors, vous maintenez toujours cet optimisme?
Ah oui, mais je suis toujours ministre. Les Américains sont en train de perdre cette guerre commerciale. Vous savez, tous les autres experts oui, disent selon les estimations, voyons ça, selon les estimations de l'Institut d'études de l'économie internationale à Washington DC, donc aux États-Unis, eh bien, pour la guerre commerciale de l'année dernière, pendant un an, les Américains ont perdu en moyenne, par tête d'habitant, les Américains ont perdu à peu près $650 par tête d'habitant. Parce que si le ça douane continue, a augmenté. c'est ça, si ça continue, si le gouvernement Trump continue à élever le droit de douane sur les autres produits chinois, etc., ça peut monter très rapidement à plus de $2200 par tête d'habitant. Donc le pouvoir d'achat du peuple américain va diminuer. C'est quelque chose de très important, d'autant plus que ça va exercer une pression énorme sur le taux d'inflation dans l'économie américaine. La Réserve fédérale sera forcée de relever très rapidement le taux d'intérêt. Et dans ce cas-là, il y a de forts risques que la bulle se perce aux États-Unis, parce que sur la bourse de New York, il y a une énorme bulle. Et si cette bulle se creuse, il y aura à nouveau une crise, cette fois-ci beaucoup plus importante que celle de 2008. L'économie chinoise, bien sûr, mais l'économie mondiale sera affectée à nouveau, cette fois-ci, de façon beaucoup plus importante. Tout le monde sera dans l'eau. Mais Donald Trump a dit on va diminuer l'importation de la Chine. Ils vont tourner vers d'autres pays asiatiques, par exemple le Vietnam, d'autres pays asiatiques. Et les statistiques montrent aussi que l'importation des États-Unis de ces pays augmente réellement. Beaucoup. Oui. Est-ce que dans ce cas... On vient d'observer les statistiques des 5 premiers mois de cette année. Effectivement. 2019. 2019, on a fait les statistiques de ces 5 premiers mois de l'année. Et effectivement, il y a une légère baisse de l'exportation chinoise vers le marché américain. Le marché américain était le premier marché de l'exportation chinoise. Mais cette année, pendant les 5 premiers mois, le premier marché, c'est l'Union européenne. L'Union européenne est devenue le premier marché. Les États-Unis deviennent le deuxième. Non, les États-Unis deviennent troisième. Le deuxième marché, c'est les pays de l'ASEAN, de l'Union des pays de l'Asie de l'Est. L'Asie de l'Est, y compris le Vietnam. Le Vietnam, la Thaïlande, Laos, c'est tous les pays, ils sont plus de 16. Non, 12 pays. Et dans tous ces pays-là, il y a une augmentation rapide de l'exportation chinoise vers ces pays-là, et certains de ces produits ont été destinés finalement au marché américain. En fait, c'est la Chine. La Chine exporte moins directement aux États-Unis, mais il exporte dans les pays ASEAN, et qui, eux, exportent vers les États-Unis. Parce que finalement, les pays comme le Vietnam, le Laos, le Cambodge, etc., ils exportent beaucoup de produits au marché américain, mais ils sont incapables de produire complètement les produits. Donc ils importent beaucoup de choses de Chine pour les rassembler et les exporter vers le marché final de consommation, qui est toujours les États-Unis. Donc en fait, la Chine a constitué une sorte de chaîne de production régionale ou mondiale dans cette région-là. Il n'y a pas que la Chine, mais aussi les pays de l'ASEAN qui font partie de cette chaîne de production régionale. Donc, pour la Chine, c'est tout simplement cette guerre a forcé la Chine à changer les pays destinataires de nos exportations. C'est pour ça que l'ASEAN est devenu le deuxième exportateur de Chine. Et ça n'a pas changé beaucoup de choses, parce que si on regarde le déficit commercial américain, c'est constant et ça augmente. Ça augmente. Il n'y a pas de changement, même vis-à-vis de la Chine. Pendant les 5 premiers mois de la Chine, eh bien, en dépit d'un léger déclin de l'exportation chinoise vers le marché américain,
l'excédent commercial de Chine reste toujours le même. Le déficit américain n'a pas changé. N'a pas changé. Parce que finalement, la Chine a importé moins aussi des États-Unis. Oui. Je pense que le déclin de l'importation de Chine des États-Unis Oui. est probablement dû à plusieurs facteurs. Il y a bien sûr des mesures de représailles, parce que la Chine a pris des mesures de représailles. La Chine importe beaucoup moins de matières premières, du gaz, du pétrole, des produits agricoles, etc. Mais il y a aussi l'effet de l'interdiction par le gouvernement américain à l'égard des entreprises américaines. Parce que les entreprises américaines étaient les fournisseurs des produits technologiques à la Chine. Pour Huawei, c'est ça? Pour Huawei, pas seulement Huawei, mais pour d'autres sociétés chinoises aussi. Mais cette fois-ci, le gouvernement américain interdit la vente de ces entreprises américaines à la Chine. Alors pourquoi alors? Donc ceci fait réduire aussi l'exportation américaine. Mais pourquoi interdit? C'est à cause de la haute technologie, à cause de... Oui, oui. Huawei, je comprends. Oui, mais ils pensent qu'en interdisant la vente des produits technologiques à la Chine, ils pourraient étouffer le secteur technologique de Chine. À commencer par Huawei. Mais seulement, c'est aussi un très mauvais calcul. Parce que déjà, si on regarde ce que fait Huawei actuellement, Huawei a mobilisé une dizaine de milliers d'ingénieurs pour travailler jour et nuit, pour compenser, pour substituer à l'exportation américaine, à l'importation américaine des produits. Et finalement, très rapidement, tout sera remplacé par Made in China, par des produits chinois. Je pense que dans 3 ans, les entreprises américaines auront du mal à concurrencer avec des entreprises chinoises dans ce domaine-là. Il y aura beaucoup d'entreprises américaines qui feront faillite d'ici 5 ans. J'en suis sûr. Parce que les entreprises chinoises n'achèteront plus leurs produits. Le marché chinois est le plus grand marché qui représente plus de 70% du marché mondial. Eh bien, si vous voulez vous couper de ce marché, mais c'est un acte suicidaire. C'est tout simplement un acte suicidaire. Ça va forcer les entreprises chinoises, européennes, japonaises, coréennes, etc. de travailler pour ce marché et seulement les entreprises américaines sont exclues de ce marché. À la fin. Les entreprises américaines sont devenues des entreprises non fiables. Personne ne peut se fier à la fourniture de ces entreprises. Donc ça va devenir quelque chose de catastrophique pour les entreprises américaines et pour l'économie américaine en général. Alors, ceci dit, j'ai l'impression que Donald Trump connaît très très mal la Chine. Et j'ai l'impression surtout, c'est que selon les informations qu'on a, il est entouré des gens très durs, par exemple Navarro, Peter Navarro, etc., etc. Ce sont des gens qui ont une information sur la Chine totalement erronée. Mais pourquoi? Il faut, pour comprendre le comportement de l'administration Trump, etc., il faut comprendre comment c'est la logique. La logique est dans la main de Steve Bannon. Steve Bannon. Mais il est en dehors de ce gouvernement, mais il est derrière. Il est derrière la scène, il dirige tout ça, etc. Bannon est le chef spirituel de ces néoconservateurs. Parce que Bannon, avant de quitter la Maison-Blanche, disait qu'il était une espèce de léniniste. À l'inverse, il était une léniniste d'extrême droite. Léniniste d'extrême droite veut dire qu'il prend des risques de déstabiliser complètement le système pour réaliser les objectifs qu'il préfère établir. Ça c'est sa logique. Pour plus qu'une fois, Lighthizer, donc le négociateur de cette guerre commerciale, menace les entreprises américaines qu'il vous faut faire des sacrifices pour atteindre nos objectifs, les objectifs de l'État. De là à dire que l'Amérique est une économie de marché,
c'est de la rigolade. Aucun gouvernement dans une véritable économie de marché n'ose donner des règles aussi rigoureuses à des entreprises. Et de dire à des entreprises de ne pas obéir aux lois de marché. Mais c'est de la rigolade. Et maintenant, le gouvernement Trump force les entreprises américaines à faire défaut à leurs engagements commerciaux. Rien que pour cela, les entreprises américaines doivent payer des amendes très lourdes. Non seulement des amendes, apparemment le gouvernement chinois voulait faire une liste des entreprises américaines. C'est ça. S'ils ne respectent pas les engagements. Les entreprises américaines menacées par le gouvernement Trump et font défaut à leurs engagements commerciaux seront punies, seront mises sur une liste par le gouvernement chinois. Et dans l'avenir, ils seront complètement exclus du marché chinois. Et elles seront qualifiées d'entreprises non fiables. Mais dans ce cas-là, visiblement, beaucoup d'entreprises américaines seront punies aussi. Mais la liste n'est pas encore établie. Mais ça commence. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de conflits entre des entreprises et le gouvernement américain. Google, par exemple. Google était détenteur du logiciel pour Android. Parce qu'Android est utilisé par le Huawei. Tandis que c'est aussi un engagement commercial. C'est un engagement commercial que Google donne complètement le droit de propriété d'Android à tout le monde. Donc il n'y a pas que Huawei, mais tout le monde. À part Apple. À part Apple, tous les autres fabricants de téléphones mobiles peuvent utiliser le logiciel Android. Alors que là, si Google répond à l'appel du gouvernement Trump, interdit l'usage du software, donc du logiciel Android par Huawei, Huawei est prêt à lancer son propre système, son propre logiciel d'opération. Oui, qui a un nom de la... Hongmeng. C'est En plus, en fait, ils sont en train de faire des essais sur plus d'1 million d'appareils. Ils vont maintenant. sortir rapidement. Ils sont en train de faire des essais sur plus d'1 million d'exemplaires. En Chine, par toutes sortes d'appareils mobiles, etc. En fait, le logiciel Hongmeng apparaît beaucoup plus mobile, plus rapide que d'Android. Donc si par hasard Huawei était forcé d'utiliser ce logiciel et que le logiciel se montre plus efficace qu'Android, eh bien, c'est sûr que dans un an ou deux, tout le monde va utiliser Hongmeng au lieu d'Android. Et ça va être une catastrophe pour Google. Bon, alors, apparemment, selon certaines informations, Steve Bannon ou Peter Navarro, etc., ils sont entourés par des Américains d'origine chinoise. Ce sont des dissidents chinois, apparemment. Oui, il y a un auteur, par exemple, qui a écrit plusieurs fois La Chine va s'effondrer, c'est Zhang Jiaqun. Oui, il s'appelle Golden Zhang en anglais. C'était un avocat de Hong Kong. Et il est émigré aux États-Unis pour le moment, mais déjà en 1998, il a fait un fameux livre, The Coming Collapse of China, donc l'effondrement immédiat de la Chine. Et ce livre a été sorti, et la Chine se développe de mieux en mieux. Il faisait l'objet de la rigolade aux États-Unis. Mais il a influencé plusieurs présidents américains. Mais cette fois-ci, il a été appelé à témoigner. Non pas devant le Congrès américain, mais devant ce qu'on appelle le comité du danger présent. Ils ont créé à la Maison-Blanche ce qu'on appelle un Committee of Present Danger China. Donc ils ont créé un comité du danger actuel
le denrée actuel serait la Chine. Donc, il a fait appel à Gordon Chang à se témoigner devant ce comité. Et Gordon Chang, bien sûr, a insisté sur dire que finalement, regardez bien, la Chine est en train de s'effondrer. Il faut continuer, il suffit de pousser. Donc, ça leur donne un témoignage de plus pour que ces néoconservateurs insistent sur le fait qu'il suffit de pousser un peu pour continuer à la guerre commerciale afin de faire domper complètement le régime politique chinois et finalement de faire domper l'économie chinoise. Donc ça explique le comportement, la stratégie de ça explique un peu les tweets que lance président Trump à plusieurs reprises. Il lance des tweets que la Chine est sous la pression énorme, la Chine va bientôt s'effondrer et pour sauver son ami président Xi Jinping, je vais probablement donner des faveurs à la Chine. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Dans son tweet, il y a encore un chiffre qui m'a beaucoup frappé. Donald Trump a dit que depuis un an, depuis cette guerre commerciale, il fait perdre la Chine à l'ordre de 20 000 milliards de dollars. C'est un chiffre énorme. La Chine, oui, mais ça dépasse même un an de PIB chinois. C'est ça, parce que c'est visiblement un mensonge. Parce que même le PIB chinois n'est pas à cet ordre-là. Parce que nous ne faisons que amplement 13 000 milliards de dollars, entre 13 et 14 000 milliards de dollars par an. Donc 20 000 milliards, il nous faut encore quelques années pour faire cet effort. Encore plus pour l'exportation chinoise. L'exportation chinoise atteigne ce niveau, donc 20 000 milliards, il faut encore, je ne sais pas, attendre 20 à 30 ans. Oui, Dans 20 à 30 ans, oui, la Chine serait capable de produire autant de choses parce que aujourd'hui, la capacité chinoise de l'exportation est très grande, très importante, énorme. Et il est encore sous-estimé, mais il est énorme. En fait, l'année dernière, la capacité de production manufacturière de Chine était plus de 4 000 milliards de dollars. Donc c'est énorme. La production agricole de Chine, est aussi énorme. On produit 5 fois celle des États-Unis. La production agricole chinoise est 5 fois supérieure à celle des États-Unis. Donc, ça, il n'y a pas de doute. On peut faire beaucoup de choses, on peut faire beaucoup mieux. Mais il faut prendre un peu de temps, tout simplement. Mais 20 000 milliards de dollars de pertes à l'économie chinoise, il faut des années et des années. Ce n'est pas une guerre d'un an peut faire autant de dommages, autant de dégâts à l'économie chinoise. Bon, revenons au G20 de Osaka. Vous savez, beaucoup de pays européens sont contre Trump sur certains dossiers, le climat, sur l'unilatéralisme du président américain, etc. Et sur Huawei aussi, sur la 5e génération. La France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. refusent d'interdire de coopérer avec Huawei. Alors, à ce G20 à Osaka, dans quelques jours, est-ce que c'est possible qu'il y a deux fronts, Chine européen et en face de Donald Trump des États-Unis? Je n'en sais rien. J'espère qu'il y aurait un front uni entre les Européens, les Chinois, les Japonais, etc., contre une espèce d'unilatéralisme déraisonnable. Mais j'ai bien peur que maintenant, parmi les Européens, il y a une espèce de tendance d'apaisement. Il y a une espèce de tendance d'apaisement, c'est-à-dire qu'on essaie de satisfaire tant soit peu les Américains, Donald Trump, c'est-à-dire parce qu'il est déraisonnable. Il suffit d'attendre quelques années pour qu'il soit éliminé par l'élection, etc. Il y a ça. Donc, ce n'est pas envisageable. Parce qu'ils ne sont pas suffisamment forts. Parce que regardez ce qui se passe en Union européenne. Depuis la dernière élection législative au Parlement européen, etc., les partis traditionnels perdent leur influence, perdent leur siège.
De plus en plus, ce sont des radicaux qui se font élire au Parlement européen et c'est un signe que je pense que l'intégration européenne sera entraînée dans un bourbier pour des années à venir. Mais il y a une ligne qui est claire, c'est pour ou contre la mondialisation. Apparemment, les États-Unis de Trump est contre la mondialisation et tout le reste sont pour. Pour le moment, oui. Officiellement, les gouvernements de l'Europe, de l'Union européenne, de la plupart des pays européens, même les Anglais aussi, ils sont pour la mondialisation. Seuls les Américains se montrent catégoriquement contre la mondialisation. Ce n'est pas comme pendant la guerre froide, vous savez, c'est idéologie de communisme qui divise le monde en deux parties. Oui. Et aujourd'hui, c'est pour ou contre la mondialisation qui divise la ligne de démarcation, vous voulez dire. La ligne de démarcation n'était pas le communisme contre le capitalisme, c'est la mondialisation contre la démondialisation. Alors, ce n'est pas possible que le monde se divise en deux parties. Oui, dans ce cas-là, le monde de la démondialisation, c'est-à-dire les Américains seront complètement exclus du marché mondial. Ils seraient forcés de se replier sur un coin. En fait, oui, d'une certaine manière, l'Amérique, surtout l'Amérique du Nord, était repliée sur un coin de l'histoire du marché. Sur un dossier, par exemple, tout à l'heure, vous avez mentionné Huawei. Le dossier de Huawei, ça montre très clair. Aujourd'hui, seul pays qui est ouvertement déclaré contre Huawei, c'est les États-Unis, pas un autre. Oui, d'ailleurs, cette haine, cette rancune contre Huawei va causer des problèmes à l'intérieur des États-Unis, de la société américaine. Pourquoi? Parce que, officiellement, Huawei n'a pas le permis d'opérer sur le marché américain. Mais apparemment, dans les campagnes... C'est ça. À la campagne américaine, il y a des sociétés américaines qui ont importé, qui ont introduit la technologie de Huawei pour installer le réseau de communication pour les agriculteurs américains. Pour les agriculteurs américains, dans des états de production agricole, surtout dans ce qu'on appelle le Midwest, dans la partie ouest et centrale des États-Unis, les agriculteurs américains utilisent un réseau de communication fourni par Huawei pour travailler la terre. Pour travailler la terre. Interdit, alors, si l'interdiction arrive et la production agricole sera complètement paralysée, il y aurait des problèmes, même pour les agriculteurs américains. Bon, donc, pour vous, ce sommet, c'est difficile à prévoir quels seront les résultats. On ne peut pas savoir ni la rencontre aura lieu entre des présidents chinois et américains. On saura non plus si la mondialisation, pour ou contre la mondialisation, peut diviser ce sommet en deux parties. Non, je crois que pour le moment, non. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, au sommet de G7, Donald Trump a été isolé par les 6 autres. Mais cette fois-ci, il se peut que Donald Trump soit isolé aussi. Par le reste des participants. Mais à ce moment-là, il se redira très facilement du sommet pour dire que non, je ne joue plus avec vous. La dernière fois, c'était ça. Ok. Bon, merci beaucoup. Je suis très impressionné par votre optimisme et surtout, je suis très convaincu. Merci. Et merci aussi à nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.